Austin, c'est une ville assez particulière au milieu du Texas. On va jamais nous dire, c'est pas possible, on prend pas votre enfant. Alors qu'en France, on m'a déjà dit, votre enfant n'a pas eu d'AVS cette année, on ne vous le prend pas à l'école. C'est dingue. Voilà, donc ça me semblait tellement facile en fait la vie ici pour Valentin, parce qu'en France, c'est des démarches administratives très compliquées. Toujours une bataille avec plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Le vrai voyage, ce n'est pas de chercher de nouveaux paysages, mais d'avoir de nouveaux yeux, a dit Marcel Proust. French Expat, vous le savez, raconte les parcours de ces aventuriers modernes qui ont voulu partir vivre à l'étranger. Ainsi, on parle d'amour, de voyage, d'études. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir la décision courageuse que Sabrina et son mari ont prise. Celle de partir vivre aux États-Unis afin d'offrir une meilleure vie via une meilleure prise en charge pour l'un de leurs fils autistes, Valentin. En France, Sabrina Michel et sa famille se heurtent à de nombreuses difficultés pour obtenir un soutien adéquat pour Valentin. Les structures d'accueil et les programmes d'assistance sont limités et l'accès aux services spécialisés est très souvent restreint. La frustration grandit face à un système qui ne répond pas, ou en tout cas plus, aux besoins spécifiques de leur fils, ce qui pousse Sabrina et son mari à envisager des solutions à l'étranger. Le choix des États-Unis, et plus précisément d'Austin, au Texas, se fait finalement assez naturellement, en raison de la réputation du pays pour ses ressources et son soutien aux enfants neurodivergents et autistes. Aux États-Unis, les aménagements scolaires et les services thérapeutiques sont plus accessibles, plus variés et souvent mieux adaptés aux besoins individuels. Une réputation qui sera d'ailleurs vite confirmée par un voyage de repérage. Sabrina est alors attirée par l'approche américaine qui valorise l'inclusion et propose des outils concrets pour l'épanouissement des enfants dits différents. Une fois installée à Austin, la famille Michel découvre une communauté bienveillante et des institutions prêtes à accueillir Valentin avec des programmes sur mesure. En relatant cette expérience, Sabrina nous offre une perspective précieuse sur les raisons qui ont motivé son départ à l'étranger. Son témoignage résonne avec celui de nombreuses familles confrontées au défi de la différence, et dans ce cas ici de l'autisme, et illustre comment un changement de pays peut ouvrir la porte à des solutions plus adaptées et offrir une meilleure qualité de vie pour des enfants différents. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, abonnez-vous sur frenchmorning.com. C'est parti, direction Austin, Texas. On va dire que j'ai eu une expatriation. Tu vas rire quand je vais t'expliquer ça. Mais moi, je suis parisienne. J'ai toujours vécu en région parisienne. Et je me suis expatriée dans une autre région de France. Et ça, ça c'est une expatriation. Et sincèrement, ça a été très, très difficile pour moi de quitter la région parisienne. Voilà. Donc, on s'est installé dans le Pays de Gex. Donc, on vient du Pays de Gex, qui est la région un peu croissant autour de la Suisse, puisque Nicolas travaillait sur Genève les 5 dernières années. D'accord, Nicolas est dans ton mari. Exactement. Alors, quelle est ta situation familiale ? Tu es maman également, n'est-ce pas ? Alors, je suis maman de 3 enfants. Donc, j'ai Valentin, mon aîné, qui a 10 ans, Paul, qui a 7 ans, et Victoria, qui vient d'avoir 5 ans. Et alors, qu'est-ce que tu faisais ? Donc, tu es partie, donc c'est quoi ? C'est dans les Alpes, le Pays de Gex, c'est ça ? Oui, voilà, c'est à la frontière suisse, entre le Jura. C'est plutôt coincé entre le Jura et la Suisse. C'est un petit peu plus haut que les Alpes. D'accord, ok. Et alors, à quoi ressemblait ta vie là-bas avant de rejoindre les États-Unis ? Alors, j'étais maman au foyer déjà, puisque j'avais Victoria qui était toute petite, Paul aussi qui était en première année de maternelle, Nicolas travaillait en Suisse, et donc tout se passait très bien. C'est une région qu'on adorait, et notre situation nous convenait. Moi, le fait d'être maman au foyer, ça fonctionnait très bien. Nico s'éclatait dans son job, donc nous n'avions pas forcément de raison de partir, hormis le handicap de mon fils, donc qui est autiste. Et c'est une pathologie qui est très mal prise en charge en France. D'accord, donc de Valentin, ton aîné, c'est ça ? Exactement. Donc du coup, vous avez décidé de partir pour Valentin.
Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été à ce moment-là? Et j'imagine qu'il y avait peut-être d'autres options que les États-Unis. Comment est-ce que vous avez réfléchi un peu à tout ça? Alors en fait, on a réfléchi à tout ça à partir du moment où ça commençait à devenir compliqué à l'école, quand l'inclusion commençait à être compliquée, quand voilà, Valentin n'était scolarisé qu'à mi-temps, c'était pas possible pour lui d'avoir un temps plein. C'était compliqué chaque année pour obtenir une AVS, c'était compliqué pour la C'est former. quoi une AVS? Une assistante de vie scolaire, parce que lui, il n'est D'accord. pas capable en fait de rester seul dans la classe. Il a vraiment besoin d'une aide personnalisée, quelqu'un qui lui réexplique les consignes ou qui le guide dans une activité. Et ça, c'est la croix et la bannière en France pour avoir quelqu'un. Et on peut toujours se pointer le jour de la rentrée sans avoir la garantie d'avoir une personne. C'est assez compliqué. Et puis, les classes sont surchargées, donc les enseignants n'ont pas forcément le temps ni même la formation pour s'occuper d'enfants différents, hein, que ce soit porteurs d'autisme, de trisomie ou handicap physique, ou même ne serait-ce que des handicaps plus légers, mais existants quand même, comme les enfants dyslexiques ou autres. C'est très difficile d'avoir une prise en charge en France pour ces enfants différents-là. Et alors, du coup, vous avez commencé à vous poser la question donc d'aller voir à l'étranger, puisqu'il y avait des meilleures prises en charge, c'est ça qui s'est passé? Voilà, exactement. On a regardé un petit peu comment ça se passait dans les autres pays, comment l'autisme était pris en charge, comment la scolarisation des enfants était prise en charge. Et pour ça, on s'est dit il faut d'abord qu'on choisisse un endroit et qu'on aille voir comment ça se passe là-bas. Donc Nicolas travaillant dans l'IT, donc dans l'informatique, on a tout de suite pensé à la Californie, donc forcément à la Silicon Valley. Mmh. Et puis là, on s'est vite calmé parce que les prix sont exorbitants. Vraiment, enfin, si c'était pour quitter une belle région, une grande maison et un super job, on voulait pas non plus se retrouver à 5 dans un petit appart sous prétexte de vouloir absolument offrir une meilleure prise en charge à Valentin. Fallait aussi trouver un compromis et que toute la famille y trouve son compte. On ne pouvait pas se dire tiens, on va vivre à 5 dans 50 mètres carrés parce qu'il faut absolument être aux US. De fil en aiguille, on a discuté avec un ami qui est à Dallas, qui travaille aussi dans l'IT, et il a dit à Nico pourquoi pas Austin au Texas, puisqu'Austin est la deuxième Silicon Valley. Alors imagine bien que quand Nicolas m'a dit pourquoi pas Austin, Texas, j'ai la même réaction, je pense, que n'importe qui quand on dit Texas, c'est que je me suis dit oh là là, ça va pas être possible. Les pro-Trump en bout. Ouais, moi je m'imagine, tout le monde qui porte son flingue en ceinture, je tombe dans le cliché, Exactement, quoi. tu tombes dans le cliché, tu te dis mais là-bas il doit y avoir Avec que vos des filles. rednecks, des vaches, Ouais. c'est quand même. Je me suis dit franchement ça vend pas du rêve, et du coup on s'est dit allez, faut pas être bête, on va voir, on part. Donc ça c'était en février 2016. On s'est dit on va voir à quoi ça ressemble. Donc vous y êtes partis, en vacances, enfin en repérage si je puis dire, ou vous êtes partis? Ouais, Exactement. On est parti en repérage pour voir si on avait un feeling avec la ville, parce que la Californie, on connaissait déjà très d'accord. bien. Nicolas y est déjà allé plusieurs fois pour le travail. On y est déjà allé avec les enfants en vacances, en couple en vacances. Vraiment, la Californie, on l'a fait en long, en large et en travers. Voilà, se posait le compromis du niveau de vie, et en Californie, c'était pas possible. Austin étant plus abordable, on s'est dit on va voir. Donc nous voilà tous les deux à Austin en février. Sans les enfants, en repérage, juste tous les 2? Exactement. Sans les enfants, en repérage pour voir la ville, et puis pour voir comment se passe la prise en charge des enfants porteurs d'autisme là-bas. En particulier dans cette ville-là, puisque il y a plusieurs, en fonction des États, les lois diffèrent aussi, et on voulait s'assurer de savoir comment Valentin allait être pris en charge à cet endroit-là. Et donc, nous voilà à Austin, Texas. Et puis, quand on a atterri et que j'ai vu la ville, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de cow-boy, il n'y avait pas d'armes à la ceinture.
Même si tu peux en voir quand même un peu, mais pas trop à Austin. On va dire Austin, c'est une ville assez particulière au milieu du Texas. C'est une ville démocrate, c'est une ville très hipster. Un climat très particulier. On a des amis de San Francisco qui sont venus, ils ont trouvé une ambiance assez similaire, donc assez nerd, assez hipster. Voilà, il y a une ambiance assez particulière. On est venu en février, il faisait super beau. Alors, venant du Pays d'Aix où on avait la neige et moins 10 degrés, crois-moi que ça m'a déjà plu. Oui, j'imagine. Et puis, on a visité donc des centres de prise en charge pour enfants autistes, on est allé dans des écoles, etc., etc. Et on a toujours été très bien accueillis. Et on a pu voir la différence de prise en charge et surtout la facilité avec laquelle les enfants sont intégrés, que ce soit à l'école, dans les activités extrascolaires, etc. Alors qu'en France, on peut pas, par exemple, je pouvais pas inscrire Valentin à la garderie, je pouvais pas le mettre sur des temps de cantine, trouver une activité sportive, c'était pas possible. Alors que là, en fait, tout est... En gros, on me regardait en me disant, mais pourquoi ils ne pourraient pas? Donc, c'est vrai que les Américains ont un côté inclusif qui est quand même assez incroyable comparativement à la France. Et c'est vrai qu'ici, on peut voir des gens trisomiques travailler, des enfants autistes aller à l'école. Dans l'école de mes enfants, il y a une petite fille qui est déficiente visuelle. Et ça, c'est vrai qu'on le voit pas, on le voit pas à l'école en France. Ça nous a plu. Ah, c'est génial. Et donc ça, c'est pas forcément dû qu'au district, c'est quelque chose que tu retrouves aux États-Unis en général? Alors en règle générale, oui, et puis après ça peut différer très légèrement d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre, et même d'un district à l'autre. On va dire que les districts les plus récents ont eu le temps de mettre plus de choses en place pour les enfants avec special needs, donc avec des besoins spécifiques. Donc les districts plus récents sont plus adaptés, mais les districts anciens offrent quand même des solutions. On va jamais nous dire c'est pas possible, on prend pas votre enfant, alors qu'en France on m'a déjà dit votre enfant n'a pas eu d'AVS cette année, on ne vous le prend pas à l'école. C'est dingue. Voilà, donc Dingue. ça me semblait tellement facile en fait la vie ici pour Valentin, parce qu'en France c'est des démarches administratives très compliquées. C'est toujours une bataille avec plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation. Donc c'est assez compliqué, alors qu'ici, c'était d'une facilité incroyable. Donc on a été séduits par donc la facilité de prise en charge de Valentin, la ville, le climat et puis les opportunités d'emploi pour Nicolas, puisque c'est quand même la clé pour s'installer ici. Il ne s'est pas fait muter de son emploi existant, il a cherché un nouveau job, ce qui est quand même pas toujours facile quand on vient d'un autre pays aux États-Unis, c'est clairement pas la voie royale, c'est pas la plus facile du tout. Exactement. Nous, on fait partie des rares personnes qui n'ont pas été expatriées par une entreprise. On est plutôt, on va dire, on est immigré vraiment ici aux États-Unis. On est venu, en fait, lorsqu'on est venu en 2016 pour voir si on avait le feeling avec Austin ou pas. Nicolas a rencontré des gens avec qui il avait l'habitude de discuter sur l'Haïti, et puis on est parti déjeuner avec eux. Ils ont trouvé son profil intéressant. Ils ont demandé s'il avait un CV sur lui ou s'il était à même de rencontrer un boss dans une entreprise. Et puis, il a accepté. Alors normalement, faut pas faire ça, hein. C'est interdit de passer un entretien quand on est en visa touriste. Sérieux? Ah, j'ai jamais Oui, entendu parler de ça. D'accord. on n'a pas le droit quand on vient avec un ESTA dans le cadre d'un voyage touristique, on n'a pas le droit de passer des entretiens d'embauche. Ah oui, c'est un peu comme c'est l'intent quoi, c'est comme le visa fiancé où faut surtout pas que tu te maries pendant tes vacances, il faut que tu aies le visa qui va bien quoi. Exactement. Sinon, ça veut dire que tu cherches à t'installer aux États-Unis. Et que tu as menti sur tes intentions de ton voyage quoi. Voilà, alors que c'est un peu compliqué, parce que si tu veux t'installer aux États-Unis, il te faut un job, et pour avoir un job, il faut forcément passer un entretien, et l'entretien, tu peux que le passer lors d'une visite touristique. Enfin, donc c'est un peu illogique. Bref, nous, ça s'est fait comme ça. La société a accepté de le recevoir. Ils ont trouvé son profil très intéressant et ils nous ont dit, il n'y a pas de souci, on vous sponsorise un visa H1B. Donc pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. D'accord, donc 6 ans a priori. Voilà. Le visa H1B, tu peux nous rappeler ce que c'est?
C'est quand une entreprise américaine fait venir un employé de l'étranger, mais elle doit en parallèle justifier qu'elle n'a pas trouvé un employé américain qui avait les qualifications pour occuper tel job. Ok. Donc, c'est assez spécifique. L'entreprise doit quand même passer une annonce, faire passer des entretiens à des candidats pour prouver à l'immigration qu'elle a bien fait des recherches et qu'elle n'a trouvé personne pour occuper ce job. C'est génial, ils vous prennent tout en charge. La voie royale est clairement pas facile à obtenir. Tout en charge, ils nous prennent le visa en charge. Oui, je parle de l'immigration. Alors dis-moi, raconte un peu justement. Parce que c'est pas comme un expatrié qui est envoyé par sa boîte, si tu veux. Quand tu es envoyé par ta boîte, Ouais, ou tu as le déménagement, tu as la recherche de la maison. ils te payent une partie de ton loyer, généralement les écoles internationales pour les enfants, les billets d'avion aller-retour 1 à 2 fois par an en fonction de ton contrat d'expat. Voilà, nous ils nous ont sponsorisé le visa. En revanche, le déménagement a été à nos frais. Les logements, l'école. Même le déménagement, waouh! Donc voilà, c'est un coût assez important quand même, hein. Ah oui, non, mais j'imagine bien. Moi non plus, hein, je n'ai personne m'a aidé à venir m'installer, à part moi-même et mes parents. Donc tu sais exactement de quoi je parle alors. Ouais, non, c'est pas évident. Et puis moi, je l'ai fait sans enfants. J'imagine qu'avec des enfants, ça a quand même des challenges, encore Oui, plus, c'était compliqué importants. parce que, les enfants étaient petits, hein. Victoria avait 2 ans, Paul en avait 4. Enfin, ils étaient petits et puis, Nicolas, lui, a eu son visa. Il a dû venir rapidement travailler et puis, comme on avait une maison et un déménagement à gérer, moi, je suis restée seule avec les 3 enfants pendant qu'il bossait ici. D'accord. Il y a eu combien de temps du coup de séparation, enfin dans la famille, avant que toi tu puisses venir avec les enfants? Il y a eu 2 mois de séparation. Après, on a profité d'un voyage qu'il avait fait pour le boulot à Londres. Et moi, je l'ai retrouvé à Londres avec les enfants et il m'a aidé à faire la traversée parce que, voilà, je me sentais pas de la faire seule avec les 3 enfants petits à ce moment-là, avec une charge émotionnelle assez lourde. Ah, puis pour la première fois, c'est ouais. Voilà, parce que c'était compliqué. Si tu veux, on s'est installés aux États-Unis par obligation. C'était pas le rêve américain. On n'avait aucune raison de partir de là où on était, hormis la prise en charge de Valentin. Donc ça a été beaucoup de pleurs, ça a été très difficile pour nos familles, pour nos amis, parce que tout le monde savait que c'était une obligation pour nous. Et donc du coup, ils s'imaginaient que même si vous êtes partis avec un visa, potentiellement renouvelable qu'une fois, il y a quand même d'autres manières après de rester sur place. Si tout se passe bien et que vous avez réussi maintenant donc à répondre aux besoins de ton aîné, a priori, vous êtes là pour rester, en fait? Alors notre visa donc de 3 ans, a expiré en septembre. Il est en cours de renouvellement, mais ça fait déjà 2 ans qu'on est en procédure, pour, l'obtention de la green card. Donc c'est D'accord. assez compliqué et long quand on vient d'un visa H-1B. Déjà D'accord. quand on vient d'un visa, L1 ou J1, c'est compliqué, mais d'un H-1B encore plus parce que alors là, ça veut dire qu'on va prendre définitivement le job qui pourrait être potentiellement occupé par un Américain. Ah, OK. Donc on attend et le renouvellement de visa et la green card en parallèle. Donc D'accord. normalement, ça va se débloquer sous peu, mais ça devrait arriver. Et alors, donc tes enfants, donc donc vous faites la traversée tous les 5. Comment est-ce que tu les as préparés avant de partir? On entend souvent un peu tout et son contraire, je dirais, sur oh là là, mais t'inquiète pas, les enfants sont jeunes, ils s'adaptent très très vite. Et finalement, en fait, je me rends compte dans toutes les interviews que j'ai faites au cours des dernières semaines pour le podcast que il y a clairement pas une recette magique pour préparer les enfants. Chaque enfant est différent. Comment il s'adapte, comment il appréhende la langue, la nouvelle culture. Est-ce que tu as fait quelque chose en amont pour les préparer à cette nouvelle vie? Alors on s'est aidé de livres pour expliquer déjà ce qu'était un déménagement, parce que les enfants n'ont pas forcément conscience de ce que c'est de changer de maison. Et puis, on va dire que quand ils sont petits, ils se rendent pas forcément compte de la distance. Quand on est arrivé, les premiers temps, ils demandaient à voir leur grand-mère le week-end et c'était pas possible.
Donc après, quand ils grandissent, on peut montrer sur un globe et expliquer que c'est très long, mais les enfants petits n'ont aucune notion du temps, ils n'ont pas trop de repères spatio-temporels, ils n'ont pas du tout de repères géographiques, donc c'est compliqué de leur expliquer qu'on est loin, qu'il n'est pas la même heure, qu'on peut pas forcément appeler tonton, tata à telle heure parce que c'est la nuit. C'est très compliqué dans la tête d'un enfant. Donc on a expliqué qu'on allait déménager, pourquoi on allait déménager, et on a essayé de tourner ça vraiment dans le côté fun, faire plein de choses, se retrouver en famille. On est arrivé peu avant Thanksgiving, donc on était quand même dans une ambiance assez festive. Et du coup, ça a facilité, on va dire, ça a facilité l'installation. On avait choisi une grande maison qui avait une salle cinéma. Enfin, c'est que du matériel, mais on essaye de faire un peu avec ce qu'on a avec les enfants pour qu'ils se sentent bien, parce qu'on avait déjà tellement l'impression, on avait tellement la culpabilité de les déraciner parce que finalement, c'est un choix qui est fait par les parents, c'est pas un choix qui est fait par les enfants. On leur impose souvent, et même encore là, maintenant, Paul, qui a 7 ans, par exemple, me dit « Mais moi, quand je serai grand, j'habiterai en France. » Ah ouais, donc il se rend compte déjà quand même. Maintenant, voilà, il se rend compte, mais bon, parce que quand on va en France, c'est les vacances et c'est un peu la fête du slip. Ah bah oui. On se couche à pas d'heure, on fait la fête, on voit du monde. C'est vachement cool. Voilà, c'est ça. Il a pas la notion, il a pas encore la notion des obligations, parce que je lui dis en France aussi, tu sais, il y a l'école, c'est pas comme ici. Donc voilà, mais ça a été assez difficile, notamment nous on a voulu les scolariser directement en école publique américaine. OK. Pour qu'ils soient immédiatement immergés dans la langue. Ça a été difficile, et puis aussi parce que, je le cache pas, financièrement, 3 enfants à scolariser dans une école internationale sans aucune prise en charge, c'était pas possible pour nous, parce que c'est dans les 20 000 $ par enfant par an. Donc on préférait les mettre ailleurs et pouvoir partir en vacances, quoi. voilà, pouvoir partir en vacances, pouvoir vivre à côté, et puis surtout les écoles publiques américaines du côté de chez nous étaient excellentes, donc on n'avait pas de raison de vouloir privilégier l'école internationale. Donc ça a été très difficile pour eux au départ, parce que quand on arrive à un endroit et qu'on peut pas s'exprimer, qu'on comprend pas ce qu'on nous dit, et la seule façon de se faire comprendre, c'est un peu comme quand on est pour les mamans, dans les enfants qui sont dans le Terrible 2 et qui, pour se faire comprendre, font des crises ou se font remarquer ou ont des comportements un peu difficiles. C'est ce qui s'est passé, nous, avec les enfants. Donc ça a été, on va dire... Un peu rock'n'roll. Ouais, un peu rock'n'roll donc ils ont commencé l'école en décembre, et jusqu'au spring break, ça a été compliqué. Et après, l'école ici est tellement fun que c'est vite passé finalement. Génial. Et toi, tu maîtrisais la langue avant de partir ? Alors, moi, j'ai une certaine facilité pour les langues. Je parle 4 langues. L'anglais, j'avais un bon niveau, mais j'avais toujours ce petit truc un peu français d'avoir peur de mal prononcer, qu'on se moque de moi, de pas savoir, de pas pouvoir m'exprimer correctement ou expliquer vraiment spécifiquement quelque chose. J'appréhendais, par exemple, de décrocher le téléphone, parce que, faut le dire aussi, les Texans, ils ont quand même un accent Moi, j'imagine. très, très compliqué à comprendre. C'est pas comme si on était installé à New York ou à Los Angeles, mais en contrepartie, ils sont très gentils, très patients, et quand tu communiques, les gens ils t'écoutent volontiers. Alors la gentillesse du sud des États-Unis, c'est un mythe ou une réalité ? Ah non, c'est vraiment une réalité. C'est vraiment une Ouais. réalité. Après, je pense que l'américain de base est cool, sympa et avenant, mais les gens du sud, ils ont vraiment le cœur sur la main, ils t'aident beaucoup, ils sont moins pressés, on va dire, que des gens qui vivent dans des grandes villes, mais je pense que c'est relatif aux États-Unis, mais c'est pareil. Peut-être que des gens qui vivent à la campagne en France ont peut-être plus le temps de te renseigner que des gens qui sont à Paris, qui doivent prendre le métro ou choper leur train. Enfin, donc voilà, Non, les Texans sont très gentils, mais parce que je pense que quand tu as le soleil une bonne partie de l'année, la chaleur, ça aide aussi à mieux vivre, on va dire.
Donc, on a parlé un petit peu de l'adaptation de tes enfants quand ils sont arrivés aux États-Unis. Et comment ça s'est passé pour toi et pour ton mari? Est-ce que tu as vécu, je sais pas, une sorte de choc culturel? Comment ça s'est passé, toi, ton installation personnellement? Alors pour Nicolas, alors je vais commencer par lui parce que c'est ce qui me semble être le plus simple. En fait, quand les gens viennent ici pour travailler, finalement, ils sont vite dans le bain parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils fréquentent des collègues, parce que ils voyagent pour le boulot et ils ont un certain rythme qui s'installe et ils voient beaucoup de gens. Quand on arrive et qu'on n'a pas de job, en plus moi j'ai un visa qui est H4, donc c'est visa épouse de H1B, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de travailler, je n'ai pas le droit d'avoir un numéro de sécurité sociale. Ah ouais? Et c'est pas, tu peux pas, candidater pour, une autorisation de travail, c'est définitif comme statut? Alors non, c'est pas définitif. C'est définitif si on reste en H1B, mais là, dans le cadre de la procédure de green card, normalement, si tout va bien, croisez les doigts pour moi, allumez des cierges, je devrais avoir une autorisation de travail avant la fin de l'année. C'est à un certain stade, en fait, Ah génial! à un certain stade d'avancement de la green card, le H4 peut prétendre à une autorisation de travail, donc je vais pouvoir avoir un numéro de sécurité sociale, etc., etc. Donc, je vais enfin pouvoir me sentir quelqu'un ici. Tu vas pouvoir devenir un alien comme nous tous, ça c'est génial. Exactement. Moi aussi, moi aussi. Du coup, en fait, comment est-ce qu'on fait donc quand on ne travaille pas, pour rencontrer du monde, en fait, pour, construire un peu sa vie sociale? Et je pensais, par exemple, à l'école des enfants. Ça peut être, j'imagine, une manière de tisser du lien? Alors oui, c'est une manière de tisser du lien parce que c'est vrai que les Américains sont très avenants, mais comme ça revient beaucoup dans les discours d'expatriés, les Américains sont très sympas, très souriants, très avenants, ils te serrent dans les bras, ils te disent oh là là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu m'as manqué, nanana. Mais c'est pas très profond. C'est-à-dire qu'ils vont pas t'inviter directement chez eux à prendre un café comme on peut le faire en France. Ça se fait hein. Au bout d'un certain temps. Je pense que voilà, les Américains prennent un petit peu plus de temps à s'ouvrir Ouais. et peut-être aussi parce qu'on vient d'un pays qui est malgré tout différent, avec une culture différente. Et ils sont peut-être aussi, ils ont peut-être peur de pas avoir nos codes ou donc ils mettent un peu de temps à s'ouvrir, mais ça se fait puisque nous, voilà, maintenant, au bout de 3 ans, on a quand même pas mal de copains américains. Après, ici à Austin, ce qui m'a un peu sauvée, c'est qu'il y a une grosse communauté de Français. Alors on a beau dire, hein, on est ici pour s'intégrer, et on dit tout le temps, ouais, regarde, en France, par exemple, les Chinois vont rester entre eux, les Indiens vont rester entre eux, les Maghrébins vont rester entre eux, mais on le comprend quand nous aussi on est expatriés, on a un peu besoin de retrouver. C'est comme retrouver un petit bout de France en fait, Ouais. de l'autre côté de l'océan. Et nous, donc les enfants vont à l'école américaine, l'école publique américaine la semaine, Mmh. et le samedi matin ils vont en plus à l'école française d'Austin. D'accord. Donc par cet intermédiaire-là, on a pu rencontrer pas mal de Français qui avaient des enfants du même âge que nous. Et ça a été comme une deuxième famille. Ah génial. Ça a été vraiment des gens qui nous ont accueillis. C'était hors de question qu'on passe notre premier Noël seul. C'était hors de question qu'on passe le jour de l'an Waouh! seul. Si on avait besoin pour X ou Y raison, si on avait besoin de faire garder les enfants, on pouvait toujours compter sur eux. Et en fait, comme on est tous dans la même situation, on se serre les coudes, si tu veux, parce qu'on sait qu'on n'a pas nos familles, on n'a pas nos amis de France, hein, puisque maintenant ici on est amis. On sait que bah voilà, s'il y a un enfant qui est malade, si par exemple mon contact d'urgence à l'école, c'est une amie expatriée ici aussi. Moi, je suis le contact pour ses enfants. Voilà, on peut compter l'une sur l'autre sans avoir à déranger des gens qu'on connaît depuis 6 mois. Ça fait un peu bizarre de dire oh, tu peux être mon contact d'urgence à l'école, alors C'est vrai. que on va dire entre Français, ça se fait un peu plus naturellement. On a moins de gêne à demander parce qu'on sait qu'on est tous en gros dans la même galère. Donc On est tous passés par là, quoi. exactement. Et on a recréé une vraie petite famille. On a des super amis. On se fréquente tous très souvent
Et c'est ce qui m'a fait me sentir bien ici. Mais c'est agréable d'avoir cette petite bouée de secours en fait de français et on se fait des repas à la française où on ne dîne pas à 18h, mais on dîne vraiment à 20h, où on refait le monde jusqu'à 2h du matin autour d'une énième bouteille de vin, chose qu'on peut pas trop faire à l'américaine, quoi, qui se fait pas trop. Donc voilà, on apprécie de pouvoir faire les deux. Ouais, donc tu es un peu le best of both worlds, comme on dit ici. Exactement, on prend le meilleur des deux et vraiment on profite parce que c'est quand même une chance d'être ici. Finalement, si j'avais pas eu un petit garçon différent, j'aurais peut-être jamais tenté l'aventure. Et c'est lui qui nous pousse à être ici et qui nous fait vivre une expérience incroyable. Et notre vie, elle est différente grâce à lui, finalement. C'est pas à cause de lui, mais c'est grâce à lui. Ouais, c'était une superbe opportunité finalement qui vous a offerte. Exactement. Parce que c'est vrai, on pense toujours aux États-Unis, mais toi qui es maman, tu sais que voilà, pour ses enfants, on peut déplacer des montagnes et là, on n'a pas hésité à quitter tout ce qu'on avait, alors qu'on avait quand même une situation qui était très confortable, une maison toute neuve qu'on venait de faire construire, on avait une belle région, nos familles, amis à proximité. On n'avait pas du tout de raison de partir et puis on s'est dit on le fait parce que voilà, par amour pour notre enfant, on est prêt à tout donner de toute façon. Ah ouais, non, bien sûr. On va dire c'est que du matériel. Ouais, bon, le matériel, c'est aussi quand même ce qui te permet de dormir la nuit, donc c'est vrai que c'est pas. Exactement. Il y a quelques jours, au moment où on enregistre cet épisode, Sabrina était dans une émission sur M6, c'est ça, qui s'appelle La Meilleure Offre. Et comme tu le dis, en fait, vous veniez de faire construire votre maison, vous étiez très heureux dans votre maison, et puis vous avez pris la décision qui n'a pas été facile à prendre au début, donc de partir à l'étranger. Et donc vous vous êtes retrouvés un peu avec des traites de près des deux côtés de l'Atlantique et même si on gagne bien sa vie, ce qui est un peu le cliché sur les États-Unis, on n'est pas on n'a pas forcément des portefeuilles sans fond. Et donc cette émission en fait te proposait de te donner un coup de main pour vendre ta maison en France. Tu peux nous parler un petit peu vite fait de comment ça s'est passé? Alors juste notre première star de télé, Sabrina. Oui, voilà, tu ferais bien de me vous voyer s'il te plaît, Anne-Fleur de Rénavant. Donc comme tu disais, on a la réputation de mieux gagner notre vie ici en France. Pour nous, encore une fois, on ne fait rien comme les autres, c'est pas le cas. On a décidé Nicolas a accepté une offre moins importante que ce qu'il gagnait en Suisse. Nicolas travaillait en Suisse, mais on vivait en France. Les salaires en Suisse sont nets d'impôts, donc on n'était pas imposable en France. Enfin, voilà, on avait un très bon niveau de vie. Mais voilà, si tu as une opportunité ici de t'installer, tu peux pas dire ah non, à temps près, je refuse quoi. Il faut faire des concessions. Donc nous, ça a été sur le salaire. Donc voilà. C'est pas non plus une différence énorme, mais le coût de la vie est plus élevé ici qu'en France. On a accepté comme ça. Donc là, voilà, je ferme la petite parenthèse. Pour revenir à cette histoire d'immobilier, quand on est parti, on a décidé de mettre notre maison en location, puisqu'on avait un visa donc de 3 ans renouvelable une fois. Et puis, on savait pas du tout si ça allait bien se passer pour Valentin, si ça allait bien se passer dans le boulot de Nico. Et puis, avec ces histoires d'immigration, tant qu'on n'a pas de green card, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on est toujours un peu sur le qui-vive parce qu'on sait jamais trop comment ça peut se passer. Ici, on sait très bien que du jour au lendemain, il peut y avoir de nouvelles réformes ou à l'issue de ton premier visa, on peut dire, l'employeur peut très bien dire non, j'ai pas envie de renouveler, donc tu prends ta valise et tes 3 enfants et puis tu retournes d'où tu viens. Ouais, c'est vrai. Donc ça vous permettait d'avoir de mettre la maison en location en France, de garder un parachute quoi, enfin un plan de sortie, de pas être à la rue si vous rentrez en France quoi. Exactement. Et puis malheureusement, donc il faut quand même penser aux choses les plus graves. S'il arrivait quelque chose à Nicolas, moi j'ai pas le droit de rester sur le territoire américain puisque mon visa est relatif au sien. Donc il fallait que je rentre. J'aurais eu 3 mois pour rentrer en France en urgence. Donc on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? On garde quand même cette porte de sortie, une sécurité. On a trouvé rapidement un locataire qui était exceptionnel. Donc on s'est dit voilà, on garde la maison parce que
voilà, pendant 3 ans, on ne sait pas trop comment ça va se passer et puis on avisera. Et puis, notre locataire a eu une opportunité d'emploi dans un autre pays. Et décidément, c'est la maison pré-expatriation. C'est ça, c'est la maison expatriation. Donc, il venait déjà, c'était quelqu'un qui venait de République tchèque pour travailler en Suisse. Donc, il savait qu'il était là aussi pour un certain temps, mais il connaissait pas encore la durée exacte de sa mission. Et après, il est parti en Allemagne. Donc, c'est quelqu'un qui a pas mal bougé aussi. Donc, on savait qu'il allait partir à un moment, mais comme on est dans une région où il y a beaucoup d'organisations internationales, il y a souvent des gens qui vont et qui viennent. C'est une région qui bougeait beaucoup, donc on n'avait pas trop de crainte pour trouver quelqu'un d'autre après. Et puis, au bout de 3 ans, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de cette maison, puisqu'on en avait acheté une autre ici, au Texas, puisque notre procédure de green card était en cours, que tout se passait bien et que l'immobilier monte très vite ici, à Austin. Notamment parce qu'il y a beaucoup de gens de Californie qui en ont marre de payer des sommes exorbitantes du côté de la Silicon Valley et qui viennent ici puisque comme c'est la deuxième Silicon Valley, ils arrivent à trouver des jobs assez rapidement et puis ils ont une qualité de vie, ils ont un climat un peu similaire à celui de la Californie et un niveau de vie qui est quand même plus élevé parce que la vie est quand même moins chère ici au Texas qu'en Californie. Mais ça fait grimper les prix de l'immobilier, donc il était temps pour nous d'acheter quelque chose. Donc, on a acheté ici avant d'avoir vendu en France. Et puis, on s'est dit, on va vendre. Et finalement, la maison était sur le marché depuis 3 mois. Et puis, ça devient compliqué à un moment. Quand c'est 2 grosses maisons, donc 2 gros crédits. J'imagine, ouais. On va dire sur 6 mois, ça peut le faire. Mais après, ça devient compliqué. Donc, ma belle-mère, un jour, voit sur Facebook une annonce qui disait dans le cadre d'une nouvelle émission, nous recherchons des gens qui cherchent à vendre dans l'urgence. Et elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on met la maison ou pas? Puisque eux n'étaient pas très loin et ils se proposaient de gérer la vente de la maison pendant que nous, on était ici. Parce que pour recevoir les appels, tout ça, sur un numéro américain avec le décalage horaire, c'était pas forcément évident. Donc, eux géraient. Et puis j'ai dit allons-y, on va voir, on va tenter. Et puis finalement, on a été retenu par l'agence de casting après avoir passé plusieurs castings. Ma belle-mère, Nicolas et moi ensemble, que moi, que Nico, enfin bref. Et donc c'est ce qui nous a amené à enregistrer cette émission qui s'est conclue donc par si vous voulez regarder l'émission, arrêtez-vous dans le podcast ici parce que je vais vous spoiler. Donc, ce qui nous a amené à la vente de la maison. Et voilà, ça s'est signé cet été quand on y est retourné pour passer l'été en France. Souvent, les gens nous disent, voilà, vous avez un garçon handicapé, je ne sais pas comment vous faites, moi je pourrais pas. Et en fait, c'est tellement un petit garçon de porte-bonheur qui fait que notre vie, elle est faite de plein de petits événements qui se goupillent bien, qui sont assez exceptionnels, que finalement, on ne peut que se booster pour lui et pour les autres aussi, d'ailleurs. Mais on peut que se bouger pour faire de sa vie, pour faire que sa vie soit plus facile. Moi, c'est génial. Et alors là, vous êtes heureux dans votre nouvelle maison dans la Texane? On est super heureux dans notre maison de Texane. Donc, on n'a pas de vaches, on n'a pas de chevaux. Mais, et justement, c'est une excellente transition. Si je t'avais envoyé les questions avant, tu n'aurais pas pu mieux faire. Est-ce qu'on peut parler de tous les trucs chelous que tu trouves chez toi, Sabrina? Alors, pour ceux qui ne suivent pas Sabrina sur Instagram, je vous invite absolument à aller faire un tour. Je mettrai le lien de son compte dans la publication du podcast. Sauf s'ils ont des phobies. Précise-le quand même. Oui, alors moi, c'est vrai que je suis pas très compréhensive sur ces choses-là, mais oui, effectivement, si vous avez peur des trucs un peu bizarres, Sabrina aura à vous prévenir avant dans ses stories. Et donc, Sabrina peut vous faire aussi des tutoriels sur comment vous débarrasser du serpent qui squatte le coin du garage avec des pinces à barbecue. Je l'ai laissé sur mon feed, donc comme ça, il suffit de vous munir d'une pince Ikea et d'attraper le serpent. Voilà, je vous explique tout, c'est très facile. C'est assez génial. Il y avait aussi quoi? Il y avait les scorpions. Il n'y a pas eu des possums dans ta piscine? Enfin, je sais pas. Non, Alors, comment est-ce qu'on vit quand même de tout ça? Moi, personnellement, j'avoue que les serpents, ça me ferait, mais je vends la maison direct. Mais comment on Tu ne s'adapte à peux tout ça? pas avoir que les avantages d'habiter dans le sud des États-Unis. En Floride, ils sont obligés de pallier avec les pluies tropicales, avec les ouragans.
nous, au Texas, on a ces petites bébêtes. On a couramment des gros cafards pas ça des bébêtes. des scorpions, des serpents, des opossums, des tatous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans mon jardin, j'ai des ratons laveurs. Voilà, on a des putois. Enfin, voilà. Après, on s'installe un petit peu chez eux finalement. Hein. Donc, écoute, il faut apprendre à dresser tout ce petit monde. Donc, je vais devenir dresseuse de scorpions et de serpents une fois que j'ai, voilà. Une fois que j'aurai mon autorisation de travail, je sais dans quoi je vais me reconvertir. Voilà. Je serai dresseuse de serpents. Ma life au Texas va devenir ma life de dresseuse d'animaux au Texas. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, moi j'admire parce que je trouve que tu restes absolument zen et hyper philosophe à peu près tout ce que tu rencontres, quoi, que ce soit je sais pas, des difficultés plus profondes comme des choses qui sont passées dans ta famille, que ce soit ce qui t'est arrivé avec l'immobilier, l'immigration et plus récemment donc ces bestioles qui me feraient déguerpir direct. Je t'admire et je dis bravo. Je pense qu'il faut toujours se dire qu'il y a des gens qui ont plus de galères que nous, qui ont plus de difficultés que nous. Il faut essayer de voir toujours dans les situations négatives ce qui va, même si c'est pas forcément les choses les plus évidentes. J'ai des mauvais jours aussi. Hein. Il y a des jours où je suis vraiment down et j'ai pas le moral, mais voilà. J'essaye de penser à des choses positives et puis à me dire que malgré tout, j'ai de la chance. J'essaye de penser à ce qui va plutôt que de penser à ce qui ne va pas. Sabrina, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un futur expat qui parte aux États-Unis ou ailleurs? Quel serait ton conseil, toi, maintenant que tu es passé par là? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'a priori. La preuve en est, on a toujours des gros clichés sur le Texas et finalement, pour Austin en tout cas, c'est très différent. Après, dans le Texas, on se rend pas forcément compte, mais le Texas, c'est plus grand que la France. Alors, souvent, on me dit, par exemple, sur Insta, oh là là, il y a eu un ouragan à Dallas, est-ce que toi, tu vas bien? Mais oui, parce qu'en fait, Dallas, c'est à 4 heures de chez moi. Ouais. C'est 5 fois la France, le Texas, c'est pas ça? Peut-être pas autant, mais c'est plus grand que la France, donc on se rend pas forcément compte. Par exemple, la ville qui est le plus à l'ouest du Texas, qui est El Paso est plus proche de Los Angeles que de la ville qui est la plus à l'est du Texas. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on se rend pas forcément compte de la taille et après c'est vrai que ça diffère beaucoup d'une ville à l'autre parce que c'est un État qui est très grand. On peut pas comparer Paris, Lyon et Marseille. Voilà, c'est des ambiances différentes avec des feelings différents. Donc moi, ce que je recommande à des gens qui veulent s'expatrier, c'est quand même pas de le faire à l'aveugle. Je pense que c'est important d'aller, on va dire, en repérage. Après, voilà, je trouve que c'est important de se dire, tiens, est-ce que dans cette ville, j'ai le feeling? Est-ce que je me verrais vivre ici? C'est pas juste venir en vacances, faire la fête, aller à la plage et au soleil. C'est vraiment voir hors saison comment ça se passe parce que c'est pas forcément comme quand on y va. Faire un reality check. Exactement. Tu vas aller à Los Angeles en vacances ou à San Francisco, tu vas dire j'adore cette ville. Après, quand tu vas passer peut-être 10 jours dans le brouillard, dans les bouchons, voilà, à payer $6,000 pour une chambre par mois, peut-être que ça va un peu te calmer. Donc voilà, je pense qu'il faut visiter la ville et puis prendre toutes les variantes en compte parce que on parle du rêve américain, mais il a quand même un coût. Ici, il n'y a pas d'aide, les assurances sont très chères, ne serait-ce que par exemple en immobilier, en France, quand tu prends un crédit immobilier, tu as une assurance décès, invalidité, perte d'emploi. Ici, c'est quelque chose que tu prends en privé. Donc, ça veut dire que si tu ne prends pas quelque chose que tu payes, on va dire à peu près, plus tu le payes en fonction de ton état de santé, etc. Donc, tu dois faire des check-ups. On va dire en gros, c'est entre 200 et 500 dollars par mois. Si t'arrive quelque chose, ta maison, elle retourne directement à la banque. Ouais. Donc, en France, on a quand même beaucoup de petites choses. La santé, voilà, coûte très cher. Bien manger, ça coûte très cher. Les activités extrascolaires, ça coûte très cher.
Les daycares, ça coûte très cher. Donc voilà, il faut quand même prendre en compte que la vie, notamment d'expatriés aux États-Unis, coûte très cher. Et qu'il faut avoir une petite enveloppe de prêt quand même quand on veut s'installer. Parce que malgré tout, quand on redémarre, il faut tout racheter. Ça veut dire il faut acheter des verres, des assiettes, des fourchettes. Donc c'est pas ce qui coûte cher, mais mis bout à bout, quand il faut racheter une voiture, des oreillers, des fourchettes, des verres, ça commence à chiffrer. Bien sûr, bien sûr. Donc, on ne s'improvise pas expat aux États-Unis, ça se prépare. Peut-être quand tu viens tout seul avec ton sac à dos, t'as peut-être une approche différente et la prise de risque peut-être différente. Mais dans le cadre d'une famille, je pense que voilà, il faut vraiment bien sûr. Et voir comment ça se passe. Ça dépend de ta situation familiale aussi. Je veux dire, si tu viens en tant que célibataire étudiant, tu n'as déjà pas non plus le même rythme de vie et les mêmes attentes, c'est évident. Exactement. Sabrina, il y a un truc qu'on aime bien faire avec tous nos invités à la fin de nos conversations, c'est visiter ta ville ou ton état dans tes yeux. Est-ce qu'il y aurait 3 endroits que tu aimerais nous partager, donc soit dans ta ville, soit dans le Texas, dans ta région? Alors, on va faire le local, on va faire Austin, puisque le Texas est très grand et que j'ai déjà écouté le podcast de Mike Frenchy qui a fait quelque chose sur Houston, qui est au Texas aussi. Donc, pour Austin, ce que je recommanderais, c'est de se promener dans Austin, notamment sur South Congress Avenue, parce qu'il y a une ambiance très particulière. C'est une Amérique très différente avec des boutiques. Le slogan d'Austin, c'est Keep Austin Weird, parce que justement, il y a plein de petites échoppes qui ne sont pas des chaînes. C'est vraiment des magasins où les gens ici tiennent vraiment à faire bosser les gens qui ouvrent des business ici et les encourager. Donc voilà, c'est vraiment se promener dans Austin sur South Congress pour voir tous les food trucks, les magasins et s'imprégner vraiment de l'ambiance d'Austin. Après, on peut aller voir aussi quelque chose de très spécifique à Austin. Ce sont les chauves-souris. Parce que la chauve-souris, c'est l'emblème d'Austin. Voilà, il y a un pont sur lequel on se met donc soit sur le pont, soit en dessous, soit on peut se mettre sur un paddle sur le Colorado et regarder l'envol de la colonie de chauves-souris. Parce que c'est assez exceptionnel, les chauves-souris sortent tout en même temps à la tombée de la nuit pour se nourrir et donc manger tous les moustiques et autres moucherons aux alentours. Donc elles sortent tout en même temps. Il y a un nuage noir de chauves-souris. C'est assez impressionnant à voir. Et sinon, je pense que quand on est à Austin, et notamment si on vient au Texas, c'est aussi pour faire un truc un peu cow-boy. Donc j'ai 2 recommandations. C'est aller manger un barbecue chez Salt Lake, où on peut vraiment voir la viande cuire, et on est vraiment dans l'ambiance barbecue texan. Et puis aller prendre un cours de danse country au Broken Spoke, qui est un bar en fait où on peut prendre gratuitement un cours de danse country. Donc voilà, si on est au Texas, autant mettre ses Santiago et son chapeau et se la jouer un peu cow-boy. Génial, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, donc si nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi, te poser des questions ou tout simplement suivre tes aventures de chasseuse de bestioles texanes? Alors, pour retrouver tout ce qui est scorpions, serpents, opossums et compagnie, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur ma page My Life au Texas. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ta famille pour la suite? Alors, pour me permettre de dormir enfin sur mes 2 oreilles, on pourrait me souhaiter une green card. Voilà, que cette procédure qui dure depuis 2 ans en finisse enfin et qu'on soit sûr de pouvoir rester et d'être assez zen par rapport à cette situation d'immigration qui est compliquée quand tu sais pas trop. Dans l'expectative, ça peut être évident. Voilà, et puis là, voilà, on est en pleine transition aussi politique, malgré tout, et c'est pas forcément une situation, c'est pas le meilleur moment pour déposer une candidature de green card. Mais notre avocat est assez optimiste, donc voilà, croisez vos doigts pour moi, souhaitez-moi une green card, et on fera une grosse teuf quand je l'aurai. Voilà, pour ceux qui veulent venir ici. On ira griller du possum et du serpent chez Sabrina au bord de la piscine. Ouais, des scorpions. Il y a un fire pit, on pourra faire ça au bord de la piscine, c'est nickel. Voilà, royal. Une brochette.
Écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire et celle de ta famille. J'espère que tu as pris plaisir à partager un peu tes aventures. Nous, en tout cas, on a beaucoup apprécié. Je te souhaite une excellente soirée, puisque ici, il est tard. Et je te dis à très bientôt, Sabrina. Merci beaucoup, Anne-Fleur, de m'avoir reçue. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment à Sabrina pour ce chouette moment qu'on a passé ensemble. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Bref, lâchez-vous, ça nous aide énormément. La semaine prochaine, on continue nos rediffusions et on part direction le Canada en compagnie d'Amélie. Je vous propose de découvrir un petit extrait. On dit qu'en France, c'est vrai que le système scolaire est dur, on nous en demande beaucoup. Mais l'école française à l'étranger, je trouve que c'est pire. Pour réussir, faut que ton voisin il échoue. En tout cas, au Québec, c'est très optimiste, on s'entraide. Voilà, moi je me voyais pas mettre les enfants à l'école française et ça va un peu à l'encontre de la vie quotidienne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.